Bonjour à tous, merci pour votre présence et votre intérêt. L'objectif, c'est de vous présenter les concepts d'entreprise libérée et d'essayer que ça réponde à vos attentes et à vos questions que vous vous posez. On a essayé de faire ça pour que ceux qui s'y connaissent un petit peu apprennent des choses et que ceux qui sont complètement novices en la matière comprennent de quoi on parle. Donc je suis Fanny, au niveau du pôle conseil BPI France, et c'est Thierry qui va mener cette présentation. Go. Bonjour à tous, donc Thierry Gautron. Donc voilà, moi je suis un ancien financier. J'ai fait du M&A, j'ai fait du private equity, j'ai investi dans des entreprises. Je me suis retrouvé à des boards d'entreprises. Donc jusque-là, quel rapport avec l'entreprise libérée? Il n'y en a pas. Et en fait, c'est un ras-le-bol qui m'a emmené vers l'entreprise libérée, qui m'a fait m'intéresser à des nouveaux modes de management. Un vrai ras-le-bol sur comment on manageait ces entreprises. Donc voilà, moi c'est un ras-le-bol qui m'a amené au management, un ras-le-bol de voir comment certaines entreprises fonctionnaient, celles que je connaissais, que j'accompagnais parfois dans des boards, et un sentiment qu'on pouvait faire autrement, autre chose, avec notamment les salariés dans les entreprises. Voilà. Donc pourquoi les gens... Alors du coup, entre-temps, c'était il y a 10 ans. Donc depuis 10 ans, j'ai rencontré pas mal de dirigeants d'entreprises libérées et autres, parce que l'entreprise libérée, moi, c'est pas un nom auquel je m'accroche plus que ça. C'est juste, vous allez voir, des entreprises qui fonctionnent un peu différemment. Je vais essayer de vous expliquer en peu de temps, parce qu'on n'a pas énormément de temps, 27 minutes 38 secondes exactement, pour vous expliquer, essayer de vous donner le maximum d'informations intéressantes sur le sujet. Qui n'a pas entendu parler de l'entreprise libérée dans la bulle, là? Bon, tout le monde connaît. Bon, on va aller vite. Alors, en fait, c'est un peu comme moi, l'entreprise libérée, les entreprises libérées. Alors, on en parle depuis une dizaine d'années beaucoup. Vous connaissez le livre d'Isaac Getz, etc. En réalité, c'est des choses qui existent depuis très très longtemps, un peu partout dans le monde. Mais au départ de ça, je me suis dit, qu'est-ce qui a fait que, au fond, c'est quoi le dénominateur commun? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des dirigeants vont chercher un autre mode de fonctionnement managérial? Moi, ceux que je connais, en tout cas, ce sont des gens qui en avaient marre aussi. Voilà, c'est des gens qui en avaient ras-le-bol, souvent qui étaient d'ailleurs en difficulté pour un certain nombre d'entreprises. Ce dont ils avaient marre, c'était ce qui va suivre. C'est qu'ils se sont aperçus... Vas-y, encore un cran. Voilà. C'est qu'en fait, ce sont des gens qui se disent on marche sur la tête. On a des boîtes où on a l'impression de traîner comme un 15 tonnes des 80% ou 90% de salariés qui sont désengagés, qui regardent leur montre, qui veulent se barrer à 17h, qui se foutent complètement de prendre des initiatives. Quand vous leur dites ça serait bien que tu participes, ils disent pourquoi. Voilà, c'est des gens, et au-dessus, du coup, ça fatigue. Et comme on est dans un monde qui bouge très vite, l'environnement bouge très vite, aujourd'hui, il faut être agile, on a une solitude du dirigeant face à ça qui est très forte. Et du coup, on a cette espèce de truc bizarre. Voilà, on est 100 dans une boîte, et il y en a 90 qui se sentent pas très concernés par le sujet, et puis 10 qui bossent beaucoup, qui parfois ont l'impression de vivre une aventure, mais qui en même temps souffrent énormément, dans beaucoup de cas, surtout aujourd'hui, avec un environnement qui bouge très vite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, tous les dirigeants d'entreprises libérées que j'ai rencontrés ou dont j'ai entendu parler ou sur lesquels j'ai lu des choses, ce sont des dirigeants qui en avaient marre. Voilà. On va passer au slide. Ah oui, alors, ce sont des gens qui en ont marre. Et ce sont aussi des gens qui comprennent quelque chose. Et ce qu'ils comprennent, je ne sais pas si vous connaissez déjà cette image qui circule pas mal sur Internet, ce qu'ils comprennent, c'est qu'en fait, si on a 90% des gens, ou 80%, peu importe, si on a une grande masse des gens dans l'entreprise qui ne se sentent pas du tout concernés par l'entreprise, c'est peut-être parce qu'on crée les conditions pour que ce soit le cas. Et une de ces conditions, ce que ces gens-là observent, c'est qu'en fait, ces gens-là, on les voit comme le reste. C'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas à eux comme des gens importants dans l'entreprise. On leur parle pas, on leur raconte pas ce qui se passe dans l'entreprise. Parfois, ils ont peu d'informations sur l'entreprise. Et donc, c'est ça la prise de conscience. C'est les gens qui en ont marre d'un mode de fonctionnement et qui, en plus, comprennent que c'est peut-être la manière dont on fonctionne dans notre relation avec ces salariés qui crée le problème, en réalité. Voilà le point de départ de l'entreprise libérée. Vas-y, on va passer au slide suivant. Et c'est des gens... Alors, vous savez, dans la vie, pour bouger, il faut à la fois en avoir marre de quelque chose, puis en même temps avoir un désir. Et ce sont aussi des gens qui ont un désir. Ce pas des gens qui veulent gagner plus en changeant le mode de management. Vous verrez que c'est ma conclusion tout à l'heure. Ce sont des gens qui ont vraiment, sincèrement, honnêtement, envie de vivre autre chose dans l'entreprise. Et ce qu'ils ont envie de vivre, j'ai essayé de le dessiner un peu comme je pouvais. Je ne suis pas spécialiste du dessin. Mais c'est un peu ça, si vous voulez. C'est l'idée de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas fonctionner autrement et faire en sorte que dans l'entreprise, on soit plus ensemble, qu'on arrive à embarquer beaucoup plus de monde et qu'on cherche ensemble
à gagner, à obtenir quelque chose, on ne sait pas quoi. Évidemment que la rentabilité c'est important, gagner de l'argent c'est très important, mais est-ce qu'on n'a pas autre chose en commun qui nous permettrait de tous avancer dans la même direction et d'avoir beaucoup plus d'engagement de la part des équipes et porter à plusieurs, et tous ensemble si possible, c'est jamais tous ensemble, vous le verrez dans un instant, mais à plusieurs, le bateau. Alors comment maintenant ? Je vais essayer de vous décrire, alors ça va être, je suis désolé, le temps qui nous est imparti est quand même un peu court, hein, donc ne sortez pas d'ici en vous jetant chez vous dans vos entreprises pour les dirigeants, et vous n'allez pas avoir un mode d'emploi 1, 2, 3, 4, vous verrez que c'est extrêmement d'ailleurs personnel, cette démarche chez le dirigeant et chez les salariés de l'entreprise. Je vais plutôt essayer de vous expliquer en gros, il y a Duc qui est là, il y a un patron d'entreprise ibérique qui s'est caché derrière un téléphone. Et donc ce sont des dirigeants j'ai essayé de mettre en avant un certain nombre d'étapes qui me paraissent, si vous voulez, revenir tout le temps. Quand on a des dirigeants qui ont fait ces démarches, moi j'accompagne depuis un certain temps ces démarches, c'est autour de ces raisonnements-là que je marche aussi avec les clients que j'accompagne. Et donc la première étape, c'est de proposer une nouvelle relation. C'est extrêmement simple, souvent c'est très très court. Ça se passe en une journée, hein, que ce soit dans les entreprises que vous connaissez peut-être, Chronoflex, Poult, Favi, enfin bon, vous connaissez, si vous connaissez l'entreprise Libéré, vous avez déjà entendu parler de ces entreprises-là. Voilà, ce sont des entreprises dans lesquelles le dirigeant va s'avancer comme je le fais là sur une estrade et va dire aux gens, en fait, moi, ce qu'on vit aujourd'hui ensemble, ça me convient pas. Ça me va pas du tout et franchement, je suis triste qu'on fonctionne comme ça. Est-ce que vous seriez d'accord ? Est-ce que vous auriez envie qu'on vive autrement et autre chose ? Et c'est une question ouverte et c'est une question où, quand le dirigeant fait ça, il ne sait pas du tout ce qui va sortir et c'est heureusement qu'il ne le sait pas, sinon ça ne marcherait pas. Donc c'est quelqu'un qui dit, ça prend, souvent c'est une journée, hein, ou même une demi-journée, c'est vraiment un dirigeant qui dit j'en ai plein le dos, une autre manière de le dire, qui se présente devant l'ensemble de ses salariés en général. Alors ça peut se faire dans des grosses boîtes chez GT Solutions, ex-GT Location par exemple, ça s'est fait et Michel Sarrin est allé dans différents spots, enfin différents endroits géographiquement parce que c'est une très grosse entreprise, mais c'est toujours un moment où le dirigeant fait un pas en avant et dit j'en ai marre, j'aimerais autre chose, et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Voilà. Évidemment, quand le dirigeant fait ça, va pas trop vite Fanny, il y a une espèce de stupeur, hein, et en général, il est... Alors vous savez, en sociodynamique, je ne sais pas s'il y en a qui s'intéressent à comment marche une foule, hein, mais en gros, vous allez avoir 15% des gens qui vont dire oh, c'est génial ce qu'a dit le dirigeant, c'est extraordinaire, on ne nous a jamais parlé comme ça, peut-être qu'on est important, du coup ça donne envie d'aller l'aider. Il y en a 15% qui vont vous dire ce qu'on voit là, ici, comme d'habitude, il se fout de notre gueule, c'est du pipeau, il veut juste nous faire bosser davantage en nous faisant croire qu'on va être important dans la structure. Et puis vous avez en gros 70% des gens qui, eux, vont être très attentistes. Et ce qui va nous amener à la deuxième étape, c'est ces gens qui vont se dire, bon, est-ce que c'est du lard ou du cochon, on ne sait pas trop, on va voir, quoi. On va voir. Alors, deuxième étape, justement, c'est est-ce que c'est pour de vrai, quoi, hein ? Et ça, c'est une étape qui peut durer très longtemps et qui est extrêmement complexe pour le dirigeant parce qu'il faut qu'il soit cohérent. Mais alors, être cohérent, ça paraît simple, mais en fait, c'est pas si simple. Moi, dans mon entreprise, j'essaye d'être cohérent avec le modèle que je prône, de lâcher prise vis-à-vis de mes salariés, de laisser les gens dans mon entreprise prendre beaucoup de liberté sur certains sujets. Puis il y a des moments, même si je veux ça, c'est pas pour ça que j'y arrive. Hein. Donc c'est extrêmement complexe. Hein. Mais c'est un moment où, en gros, le dirigeant va montrer qu'il est sincère dans sa démarche et honnête dans sa démarche de proposer une nouvelle relation. Une nouvelle relation, c'est fort comme mot, quoi. Hein. C'est-à-dire que le moindre signe qui montre que finalement vous n'avez pas vraiment confiance, que finalement c'est pas ce que vous vouliez, c'était pas hyper clair et que vous étiez peut-être en train de manipuler, ça va se sentir. Et souvent, le dirigeant va chercher des pivots un peu clairs, ou on va dire des actes assez forts, assez symboliques, pour montrer que c'est vrai, quoi. Alors, tu peux nous donner un exemple justement hyper concret? Ouais, il y en a plein. Duc, qu'est-ce que tu as fait chez toi quand tu t'es présenté devant tes salariés, plutôt qu'un exemple hors l'air comme ça? T'as vécu ça ou pas, toi? Un exemple assez simple, c'est que il y a transparence sur les achats et le jour où je me suis changé mon téléphone, quelqu'un a levé la main et a dit mais on n'a pas de politique sur les téléphones mobiles, personne ne se le fait payer. Et évidemment j'ai rétro-pédalé, j'ai dit oui c'est vrai, il faudra qu'on en parle d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas de politique. Enfin quand même je parle souvent aux clients, mais bon d'accord. Et donc je l'ai enlevé et voilà, je me suis payé mon téléphone de ma poche et puis on est passé à autre chose évidemment, on n'a jamais remis ça sur le tapis. Merci Duc.
Et bon, il y a plein d'exemples. Ça, vous trouvez ça dans toutes les entreprises libérées de France et de Navarre et d'ailleurs. Vous avez le patron de Chronoflex, Alexandre Gérard, qui supprime la place de parking qu'il était la sienne sur. C'est des trucs très symboliques. Hein. Si on est tous dans la même relation, si on a une relation où on est tous ensemble dans le même projet, pourquoi moi j'aurais une place de parking qui me serait dédiée devant ma boîte? Ça va être chez Favi, c'était les pointeuses. Du jour au lendemain, hop, on fait sauter. On a confiance ou pas? Si on a confiance, pourquoi on vérifie que vous veniez travailler le matin et pourquoi on vérifie que vous partez à telle heure et à telle heure? Clac, on fait sauter les pointeuses. Il y a plein d'exemples de choses relativement symboliques. Ça peut aller symboliques. aussi même des choses très simples comme les uniformes. Il y a des boîtes, ils ont décidé d'arrêter de faire porter des uniformes spéciaux dans les sites de prod et que les cadres soient habillés en civil. Tout le monde était habillé pareil. Donc ça remettait tout le monde sur le même pied d'égalité. Je ne connaissais pas cet exemple, ouais, ok. Voilà, donc c'est tout ce qui va permettre de montrer que c'est vrai ce qu'on propose et qu'on cherche une autre relation basée sur la confiance va être intéressant parce que ça va contribuer à donner confiance aux salariés. Et ce qui est aussi un autre truc intéressant, c'est que les salariés, eux, ils vont tester. Hein, moi j'avais un exemple, alors c'est pas une entreprise libérée mais c'est un exemple qui parle bien, c'est que j'ai accompagné une entreprise assez grosse qui souhaitait justement un peu libérer l'énergie dans l'entreprise, faire les choses autrement et qui avait proposé à ses salariés de créer une newsletter interne. Et dans cette newsletter ils avaient dit bah tiens on est hyper libéré, on va demander aux salariés de choisir quel est le nom de la newsletter. Bon, et les mecs, il y a un système de tout le monde contribue, il y a des votes etc. Ce qui ressort c'est un truc qui s'appelle Pipo. Alors c'était un acronyme, mais en fait ça voulait dire. Donc le gars me dit je suis emmerdé, les mecs ils ont voté pour Pipo, on va quand même pas avoir une newsletter interne qui s'appelle Pipo. Et je leur dis mais ils sont en train de te tester. Tu leur dis que maintenant ils ont une place, ils sont importants, qu'on va écouter, on va discuter avec eux, qu'ils vont avoir leur part dans le truc. Bah ils te testent. Est-ce que c'est vrai? Si tu leur dis bah non Pipo c'est pas possible, c'est autrement, bah c'est mort. Ça y est, tu peux revenir, tu peux rentrer chez toi quoi. Hein, c'est fini. Voilà, c'est extrêmement et c'est une période extrêmement. Enfin, c'est une période qui peut durer très longtemps, plus ou moins. Et en tout cas, c'est des moments qui sont vraiment. Les salariés, ils veulent s'assurer qu'on leur raconte pas de conneries. Ils n'ont pas envie de se faire empapaouter, quoi. Hein, si vous permettez l'expression un peu triviale. Voilà. Ensuite, étape 3, mettre du cadre. Et alors, c'est un cadre. Alors, on se dit, bah tiens, une entreprise libérée, ça n'a plus de cadre. Bah pas du tout. Moi, je dirais que le cadre d'une entreprise libérée peut être beaucoup plus contraignant pour un individu que le cadre formel qu'on a dans les entreprises hiérarchiques. Simplement, c'est un cadre qui est très différent. C'est un cadre qui est basé sur d'autres principes. Il est basé sur l'idée que quand on est OK sur vivre une autre relation, on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi. Si vous voulez, quelqu'un qui vole dans une supérette la semaine, ne va pas forcément, ou plus difficilement, voler chez ses parents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée c'est de créer une autre relation qui fait qu'il y a une forme d'engagement du salarié et en tout cas une plus grande difficulté de la part du salarié de faire n'importe quoi. Il se sent considéré, pour une fois on lui fait confiance. Hein, ça n'arrive pas tous les jours qu'on vous fasse confiance dans votre vie en général. Là on vous fait confiance, on démontre que vous êtes important, on vous dit t'es hyper important dans cette boîte, je veux que tu contribues avec nous à la faire réussir et c'est pour toi qu'on va réussir aussi et c'est pas du pipeau. Ben, quand vous faites ça, vous créez quelque part une contrainte. C'est-à-dire que c'est difficile pour quelqu'un de dire j'en ai rien à foutre, sauf s'il n'y croit pas du tout. Mais si vous avez réussi à vraiment être sincère dans la relation que vous créez, bah vous pouvez avoir d'autres fonctionnements. Et ces fonctionnements, on les retrouve, je regarde quand même le temps, 15 minutes. Ces fonctionnements, typiquement, enfin dans beaucoup de ces entreprises, ça va être de créer un cadre qui va être basé sur l'interaction entre les gens, en fait. Hein. Donc on va définir des valeurs. Une mission d'abord, j'ai mis en haut, près de l'étoile, une mission ou une vision, si vous voulez, une vision partagée, qui est déjà qu'est-ce qu'on fait ensemble. On aborde ce thème-là. Si le dirigeant, évidemment, sans qu'il le dise, son intention, c'est simplement de multiplier par 3 la valeur de son capital et qu'il fait croire que non, ça ne marche pas. Donc, il faut déjà avoir une mission qui soit intéressante pour tout le monde. Et encore une fois, ce n'est pas un problème que l'entreprise gagne de l'argent. Simplement, on vise autre chose de plus enthousiasmant et qui est plus inclusif, qui intègre plus de personnes, qui intéresse tout le monde. C'est des valeurs limites. Hein. Donc chez Favi, typiquement, on en parlait avec Fanny, c'est une entreprise dans laquelle il y a 2 valeurs limites qui sont l'amour du client et l'homme est bon. On peut virer quelqu'un parce que, et d'ailleurs c'est arrivé, je me rappelle de l'avoir lu, je crois, dans le livre de Gates ou je ne sais plus où, qu'il a licencié quelqu'un qui, pour lui, clairement n'était pas dans le cadre des valeurs qui étaient définies dans l'entreprise. Et là, on peut être très dur, très intransigeant. Simplement, le cadre des valeurs, vous voyez, c'est un cadre qui est assez large, ça vous laisse beaucoup de liberté. Par contre, il faut rester dans les valeurs de l'entreprise. Après, les gens ils vont changer en général les rituels, les réunions. Dès que vous dites tout le monde a sa place, vous commencez à vous retrouver avec des réunions avec beaucoup de monde.
Bon, bah, c'est pas simple toujours de décider quand on a 20 personnes dans une pièce. Hein. Donc ça veut dire aussi apprendre comment en collectif on peut élaborer des raisonnements, comment on peut prendre la parole de manière à ne pas partir dans des bavardages sans fin qui font perdre beaucoup de temps. Voilà, des systèmes de décision qui vont être différents. Là, on a quelqu'un qui nous parle de décidologie, j'en discutais avec Duc tout à l'heure. Aussi, on va essayer d'apprendre aux gens, enfin, ou pas apprendre, c'est pas le bon terme, excusez-moi, on va essayer de créer des environnements qui favorisent la prise de parole. Pas parce que vous dites aux gens, maintenant on peut tous dire, que les gens vont tous dire. Il y a des peurs, il y a plein de sujets qui vont se mettre en travers en fait, de la libération de la parole. Or, en général, comme on veut une nouvelle relation, on veut que les gens participent au maximum pour utiliser au mieux l'intelligence collective. Et encore, à nouveau, les gens se sentent comme faisant partie d'un dessein commun. De s'assurer qu'ils puissent prendre la parole, libérer la place, ne pas créer des systèmes qui évitent que les grandes gueules parlent toujours et que les moins à l'aise parlent pas. Voilà, il va falloir mettre en place des systèmes qui vont favoriser la libération de la parole. Et puis un autre... Pardon, Fanny. Non, mais du coup, je rebondissais sur quand on a préparé la présentation, je lui ai posé la question en disant et du coup, est-ce que la confiance exclut le contrôle ? Et c'est vrai que tu l'as pas remarqué dans la mission, les nouveaux systèmes de contrôle qu'il faut mettre en place, parce que oui, tu m'as répondu, les contrôles tels qu'ils existent avant dans l'entreprise, il faut les supprimer. En revanche, il faut continuer quand même à faire du contrôle de façon différente. Et donc c'est là où tu m'as parlé d'autocontrôle, de contrôle par les pairs, etc. Donc je crois que c'est quand même important de le repréciser, de préciser ces notions. Ouais. Bah oui, l'erreur est humaine en fait. Hein. Donc un individu tout seul dans un coin, il peut être amené à pas forcément faire exactement ce qu'il faudrait faire pour l'entreprise. Et donc on est dans des entreprises où on va chercher à se débarrasser du contrôle formel par un chef ou par des systèmes de mesures a posteriori d'une action qui a été menée. Parce que ça témoigne ça donne un message en fait quand vous faites ça. Vous êtes en train de dire j'ai pas forcément complètement confiance en toi. Et puis si je fais mal, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, voilà, il y a des considérations qui se mettent en place. Mais en revanche, on a tous besoin individuellement et collectivement de prendre un temps pour regarder et se demander ce qu'on fait, est-ce que c'est bien quoi ? En fait, ça, c'est du contrôle. Les gens peuvent très bien, et c'est pas toujours naturel d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur cette dimension-là, on peut mettre en place des mécanismes qui vont inciter les gens à prendre un temps de pause après avoir agi et puis regarder si quand ils ont agi, ils ont bien agi. Et c'est encore plus puissant et beaucoup plus utile encore quand on le fait avec le collectif. Donc avoir des pairs avec qui, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est l'advice process, qui est un outil assez intéressant qui permet d'être dans des entreprises, je vais vous expliquer en 2 minutes. L'advice process, c'est un système qui permet à n'importe quel salarié, a priori, de prendre n'importe quelle décision. Alors des fois, on met des bornes, y compris des décisions qui seraient potentiellement financièrement engageantes. Et simplement, il y a un processus à suivre. C'est-à-dire que n'importe qui peut effectivement prendre une décision engageante pour l'entreprise. Mais il doit suivre un processus, et ce processus, c'est ce qu'on appelle la sollicitation d'avis en français, ou l'advice process. Il va devoir demander à un certain nombre de personnes, 3, 4, 5, peu importe, suivant les boîtes et les types de sujets sur lesquels on bosse. Et il va devoir demander l'avis des gens. Il va obtenir l'avis des gens sur la décision qu'il souhaite prendre, et il peut prendre la décision indépendamment de l'avis des gens. C'est-à-dire que même si 3 avis, s'il a 3 sollicitations d'avis à faire sont négatifs, il y a des boîtes qui marchent comme ça, hein, y compris sur les salaires, en l'occurrence, puisque chez Semco au Brésil, c'est une entreprise où une grande partie des salariés peuvent eux-mêmes décider de leur salaire. Donc là, dans la boîte, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez le salarié qui est incité à réfléchir, justement, à essayer d'intégrer un peu les paramètres qui peuvent influencer sa rémunération, et ensuite il va se présenter devant un comité de gens qui demande l'avis, et à nouveau l'avis est consultatif, il ne s'impose pas. Et vous voyez, dans ce mécanisme-là que je trouve très subtil, vous avez énormément de liberté, et vous êtes en train de témoigner de la confiance que vous faites au salarié en lui permettant de faire ça. En même temps, il y a une liberté qui est très restreinte quand même. Parce que quand vous demandez à 3 pairs qui vous ont vu bosser toute l'année, si ils considèrent que votre rémunération, vous la voyez là, alors que vous êtes là, et qu'eux, ils vous donnent leur avis, c'est compliqué d'aller contre ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une contrainte qui s'exerce parce que ce sont vos potes, parce que vous bossez avec eux, parce que vous êtes dans une boîte qui vous plaît et dans laquelle vous avez envie de rester. Donc c'est extrêmement contraignant en réalité. Et au final, vous avez bien utilisé l'intelligence des autres pour savoir si la décision était la bonne. C'est-à-dire que ça, c'est du contrôle. C'est une forme de contrôle. Mais c'est de l'autocontrôle ou du contrôle social. Moi, j'aime bien parler de contrôle social. C'est-à-dire qu'en fait, l'envie que ça se passe bien fait que les gens vont être capables de contraindre leurs actions pour que ça se passe au mieux, quoi, voilà. Et puis, étape 4, si effectivement la relation est changeante et changée, si effectivement la confiance se met au centre,
si votre cadre commence à se construire et permet de mettre des limites et éviter les débordements, à un moment donné, vous allez avoir un espace là qui va être libre au milieu de ce cadre et qui permet d'agir et de laisser les gens vraiment s'emparer de l'organisation. Pour moi, le terme, c'est s'emparer de l'organisation. Et donc là, les gens, une énergie nouvelle arrive. Moi, ça, je l'ai vécu. Hein, pour tous ceux qui l'ont vécu, je pense que Duc l'a vécu aussi. Quand vous faites le basculement qu'on voyait en étape 1, franchement, il faut le vivre pour sentir ce qui se passe. Là, tout d'un coup, vous avez de l'énergie massive qui arrive dans la boîte. Les gens en ont plein le dos d'être traités comme des gamins. Il faut se rappeler quand même que vos salariés, ce sont des gens qui, le week-end, qui regardent leur montre chez vous quand ils se barrent le vendredi, mais qui, le week-end, sont présidents d'associations sportives, gèrent très bien leurs courses chez Carrefour sans aucun problème, élèvent des enfants, etc. Donc, ces gens-là, tout d'un coup, on leur donne une autre place, on leur fait confiance, ça leur donne l'occasion, finalement, peut-être, de montrer ce qu'ils savent faire et leurs valeurs. Et là, l'énergie arrive très vite. Et donc vous avez de l'énergie, vous avez un cadre qui parfois est assez long et complexe à mettre en place, mais qui peut se mettre en place, qui va permettre d'éviter parfois l'inconscience individuelle. Enfin, en fait, c'est les dérapages, les erreurs qu'on fait tous, et c'est limiter au maximum ces erreurs. Évidemment, le dirigeant, son stress, c'est que son entreprise parte dans tous les sens et qu'elle ne soit pas en train de faire ce qui serait mieux pour elle. Hein. Donc ça, avec le cadre, vous arrivez petit à petit à organiser ça de manière intelligente en utilisant le collectif, beaucoup plus que l'injonction qui viendrait du haut. Et du coup, là, tout d'un coup, l'espace de liberté est extraordinaire et vous vivez des choses extraordinaires. Je ne sais pas si Duc, tu voudras témoigner là-dessus. Il se passe des choses dans la boîte où les gens s'emparent des sujets. C'est-à-dire tout d'un coup, des idées émergent, les gens proposent des choses, ils le font, sans même que vous ayez besoin vraiment d'être là derrière. Et vous êtes comme Carlos Vercaeren à l'époque de Poult ou comme Alexandre Gérard, etc. Vous vous retrouvez dans une situation, d'ailleurs, chez le dirigeant, ça questionne aussi. Hein. C'est tout d'un coup, vous êtes beaucoup moins sollicité. Enfin, il se passe des choses bizarres. Et cette période justement transitoire, parce qu'on se disait aussi en préparant que finalement la société se libère toute seule, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Mais alors est-ce que cette transition entre le moment où on commence à poser les cadres, etc., et la libéralisation totale de la société, on parle de combien de temps? Est-ce que ça peut se faire en 3 mois, ça peut se faire en 1 an, en 2 ans? T'as des exemples où Mon expérience, c'est que ça va assez vite en fait. C'est juste qu'au début, on cafouille, on fait des conneries, on se gourre, on est incohérent, on revient en arrière. Enfin, voilà, c'est un processus. Je sais pas, Duc, tu auras envie de parler de ça 2 minutes mais de pas plus. Hein. Je te connais. Hein. Tu veux témoigner ou pas? Alors nous, on en est à 5 ans. Et en fait, quand vous pilotez un bateau ou une voiture, vous lâchez le volant, en fait, il continue tout droit. Et donc, au moment où on lâche les rênes et on dit débrouillez-vous, on est en autogestion, les gens ils continuent de faire ce qu'ils font au quotidien. Alors, est-ce qu'ils sont libres ou pas J'en sais rien, mais en tout cas, le truc avance. Donc, la question, est-ce que c'est terminé quand moi je pars en vacances 6 mois? Ou est-ce que c'est terminé quand collectivement l'intelligence collective décide d'une stratégie nouvelle et de lancer un nouveau produit, ce qui est en train d'arriver maintenant, donc 5 ans plus tard, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on appelle libre en fait. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit pas entreprise libre au lieu de dire entreprise libérée? C'est quand même bizarre. Ouais. On a eu beaucoup de débats là-dessus en disant est-ce qu'on donne une défication de l'entreprise libérée, etc. Et puis finalement, on s'est dit non. Moi, j'utilise pratiquement plus le terme d'entreprise libérée. En fait, vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas parce qu'on peut se battre longtemps sur les mots. Isaac Getz, il a donné une définition qui est très bien. Mais au fond, je m'en fous. Enfin, je veux dire, le truc, c'est est-ce qu'on reste dans des modèles d'entreprise dans lesquels on considère là-haut qu'on est le seul à pouvoir prendre les bonnes décisions et en dessous, on va essayer simplement d'obtenir à peu près qu'il fasse le boulot, ou est-ce qu'on essaie de partir dans autre chose qui est du point de vue du dirigeant un énorme lâcher prise. Hein, dans lequel il va accepter de ne pas mettre tout son cerveau dans là où ça doit aller, ce truc-là, parce qu'on ne sait pas trop où ça va aller. Et la croyance qu'une nouvelle relation peut faire émerger de nouvelles choses, et du coup, pas forcément en mal, voire au contraire, même en bien, plutôt pour l'entreprise. Oui, il y a eu des erreurs, j'entendais une question, il y a eu plein d'erreurs. De toute façon, des boîtes, des entreprises libérées qui meurent, il y en a. Des entreprises libérées qui ont été extraordinaires, qui vont moins bien, il y en a. Des entreprises non libérées qui marchent très bien avec des patrons autocrates, il y en a aussi. Enfin, voilà, il n'y a pas de, pour moi... c'est pas ça le débat. Enfin, d'ailleurs, ça va être le dernier slide, vous allez voir. Peut-être on va avancer sur pour qui. Ouais. Ça me permet de faire la bonne transition, il reste 4 minutes. J'ai 3 conditions pour que ça marche, on va les descendre, vas-y, fais les 3 d'un coup. En fait, si, parce que pour moi, la seule condition pour que ça fonctionne, c'est le dirigeant. C'est tout, c'est pas compliqué. Pour moi, c'est le dirigeant. Le dirigeant, c'est le seul qui est en mesure, par le pouvoir qu'il a dans l'organisation, de ne plus utiliser ce pouvoir seul. Je dirais même que, oui, c'est ça, le premier truc c'est ça, mais deuxième truc,
c'est que s'il n'en a pas besoin viscéralement de ça, s'il n'a pas vraiment envie de vivre autre chose, ça sert à rien. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui sont dans cette salle et qui sont intéressés par un nouveau modèle qui permettrait d'avoir des boîtes qui est plus performantes, je leur dis allez essayer autre chose. Ça marchera pas, c'est pas compliqué, ça marchera pas. C'est l'entreprise libérée ou les modes de management innovants sur lesquels on va changer la relation. C'est avant tout changer la relation. Donc quand vous avez quelqu'un avec qui dont vous êtes proche, vous avez envie de changer la relation, avoir une vraie relation de confiance avec cette personne, vous pouvez pas derrière avoir le dessein que en faisant ça, elle va peut-être vous prêter, je sais pas quoi. Enfin voilà, donc tout démarre du dirigeant. Il faut qu'il ait vraiment le besoin. Il faut qu'il en ait marre. Il faut qu'il en ait ras-le-bol. S'il en a pas ras-le-bol, ça sert à rien. Moi, j'ai pas vu beaucoup d'exemples d'entreprises qui étaient en très bonne santé. J'ai même vu plutôt des exemples compliqués de mouvements d'entreprises qui marchaient bien, qui avaient envie d'autre chose, qui avaient envie un truc plus sympa, où on serait mieux tous. Ouais, franchement, c'est tellement complexe, c'est tellement un lâcher prise pour le dirigeant que c'est pas évident, quoi. Moi, je crois que plutôt à des changements quand ça va pas bien, quand on en a marre, quand on rentre le soir chez soi et qu'on se dit putain, c'est pas possible de continuer comme ça, à faire fonctionner des boîtes comme ça. Ensuite, faut qu'il ait une intention, faut qu'il ait cette idée que peut-être on peut faire autrement et que ça peut être sympa. À commencer par lui, égoïstement, mais en se disant que ça va être bien pour tout le monde. Et puis le troisième je sais plus ce que c'était, donc tu vas me dire. Sa posture. Sa posture, bah oui, parce qu'après, évidemment, et ça c'est probablement le plus dur pour moi à changer chez le dirigeant, c'est-à-dire que le dirigeant, il peut se dire j'en ai marre, il peut se dire j'ai envie de vivre autre chose. Jusque-là, c'est pas très compliqué, ça vient assez vite quand on est déjà dans les trucs un peu compliqués. Mais après, ce qui est fou, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on veut changer en tant que dirigeant qu'on change. Et lâcher le contrôle, laisser faire, alors que c'est votre boîte. C'est votre histoire, parfois c'est une boîte familiale, il y a 3 générations avant vous qui se sont occupées de cette boîte. Ça demande un travail sur soi qui est énorme. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient venus à la conférence de Frédéric Laloux en 2016, là où il y avait Michel Sarrat, le patron de GT Location, qui était venu témoigner. Michel Sarrat, il a passé une demi-heure sur scène à expliquer combien d'années de psychothérapie il lui a fallu pour arriver à se trouver vraiment dans la bonne posture qui lui permettait effectivement d'obtenir de la part de ses salariés que cela allait reprendre le flambeau. En fait, tant que vous avez une locomotive, un gars avec une vision d'enfer, qui donne des ordres comme qui rigole, etc., et qui est dans cette espèce de mouvance-là, vous allez beau dire aux gens, je voudrais une autre relation, je voudrais que ce soit sympa, je voudrais que vous preniez des initiatives, il se passe rien. L'initiative, elle vient quand vous sentez qu'on vous fait vraiment confiance et que vous êtes important et qu'on vous laisse de la liberté. En fait, c'est l'absence de cadre et de liberté autres que ceux que je mentionnais tout à l'heure qui fait que tout d'un coup, les gens se mettent au milieu, viennent là et disent « Ah bah ouais, je vais faire ça, moi ». Voilà, c'est parce qu'il y a du vide. Sans vide, il ne se passe rien. Et donc le dirigeant, il a besoin... pour moi, rien n'empêche de faire des modes de management très différents qui fonctionnent très bien. C'est uniquement le dirigeant. Voilà, ça sera ma conclusion. Et il s'arrête 57 secondes. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a des questions ? Et moi, j'ai juste une petite question pour la fin, peut-être. T'as le micro, profites-en, personne ne peut te prendre la parole. C'est pour ça. Sur les critiques qui sont faites vis-à-vis de ces entreprises libérées, moi, la première que j'entends, c'est que des dirigeants justement le font pour des mauvaises raisons et n'ont pas cette motivation vraiment au fond d'eux de vouloir changer les choses. Et ils le font peut-être pour diminuer les coûts des fonctions support, supprimer les lignes managériales ou en tout cas économiser de l'argent aux dépens des salariés en les faisant travailler plus. Qu'est-ce que tu penses de ces critiques ? Est-ce que c'est fondé ? Est-ce que tu as des exemples d'échecs ? Oui, ça c'est une critique qui est très fondée, que celle de voir des dirigeants qui le font pour les mauvaises raisons. Du coup, d'abord, ça marche pas en fait. Donc, oui. Après, je pense que moi, la principale critique que j'ai eu l'occasion d'entendre et qui effectivement est vraie, ça bip, c'est que en fait, ça peut créer des problèmes inverses de surinvestissement, de surengagement. Il y a des problèmes d'exclusion. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, on est passé un peu vite, mais dans un de mes slides, on voyait des gens partir du modèle parce qu'il y a des gens qui ça ne va pas aller, quoi, qui n'ont juste pas envie. On n'est pas tous égaux face à ce genre de problématique. On n'a pas tous envie Oui, je sais, c'est la fin du temps. Donc voilà, on n'a pas tous envie d'avoir des responsabilités, on n'a pas tous envie de devoir prendre des décisions, on a parfois envie d'être dans un confort, d'avoir quelqu'un qui vous dise ce que vous devez faire. Voilà, donc oui, en fait c'est un système qui est pas moins exclusif que le système hiérarchique classique. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout recevoir des ordres et qui n'ont pas envie qu'on leur explique ce qu'ils doivent faire. Donc voilà, dans les deux cas, on a des exclusions et c'est pareil dans l'entreprise libérée. Ouais. Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont d'autres questions, peut-être on va bouger, puis comme ça, vous pourrez
les poser tranquillement en dehors de la salle. Merci à tous en tout cas.